MN Télévision, elle émet toujours à Brazzaville et toujours à Windsor Manzanza. Elle n'a pas encore été délocalisée. Elle existe et c'est vendredi, Dieu merci, c'est l'heure de l'émission La Grande Interview. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Florent Michel Okoko. Vous le connaissez déjà. Il est le président de Initiative Transparency Industry Extractive. Donc, je dis en anglais, donc, Initiative Transparency Extractive Industries. Et puis on dit en français, c'est abrégé ITE. Il est le chef exécutif. Avec lui, nous n'allions pas parler de la politique, mais uniquement de rapport de cette organisation qui essaye de mettre de l'ordre dans notre secteur extractif. La question que je veux aussi lui poser, pourquoi se fait-il que cet secteur ou cette organisation se focalise beaucoup sur le minerai liquide, dans le pétrole, ou en est-on avec le secteur du minerai ou du minerai solide, parce que le Congo aujourd'hui devient déjà un pays qui va produire du fer et d'autres minerais. Avec lui, nous n'allions pas parler de politique, mais se focaliser uniquement sur ce rapport de cette année, dont ne quittez pas. Vous êtes toujours sur MNTV et bonsoir. J'ai annoncé à l'introduction de notre émission que nous recevons aujourd'hui M. Florent Michel Okoko, qui est le président de l'Initiative Transparence Industrie Extractive, abrégé ITIE. Aujourd'hui, il va nous parler du rapport de cette organisation. Ce n'est pas uniquement le Congo qui est là, mais on doit quand même féliciter le Congo que malgré tout, le Congo est resté toujours dans cette organisation. Ça veut dire que quelque part, le Congo fait un effort. Monsieur Florent Michel Okoko, soyez les bienvenus. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, dites-nous, quel miracle que le Congo a fait qu'il n'a pas encore été jeté hors de cette organisation de ITE, Initiative Transparence Industrie Extractive? Non, en fait, on ne parle pas de miracle, on parle de travail. Un travail effectif avec une réelle volonté du gouvernement de la République et à la tête de son chef, le président de la République, de continuer à exécuter une des choses pour lesquelles elle a été élue. Et quand vous prenez son programme de gouvernement, il est notamment écrit que la gestion des finances publiques doit se faire de manière transparente. Et un des aspects de la transparence est bien sûr celui qui se fait dans les industries extractives qui ramènent à l'État près de 85%, quelquefois au-delà, des revenus que l'on retrouve au Trésor public. Donc dans ce cadre-là, l'initiative transparence de l'industrie extractive reste une référence, une norme sur laquelle le gouvernement peut s'appesantir. D'accord. Monsieur Okoko, quand on a quelqu'un comme vous devant nous, et il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont en train de vous suivre, souvent, ils ne comprennent pas qu'on parle ITIE. Alors, la question que je vais vous poser, que beaucoup d'entre eux posent d'abord, mais quel rôle joue ITIE? En fait, le rôle qui doit se faire et qui est en train de se mettre en œuvre, c'est de faire en sorte que les principes et les exigences de cette organisation, qui en fait est une norme internationale, donc les principes et les exigences soient mis en œuvre dans notre pays. Essentiellement, et de faire en sorte que les revenus de l'État qui sont issus du pétrole, qui sont issus des hydrocarbures liquides, vous allez parler, qui seront issus, parce que pour le moment on parle au futur des minerais solides, puissent être mis à la disposition du Trésor public, comptabilisés, et que, en même temps, au niveau du Trésor public, on puisse retrouver effectivement l'ensemble de ces paiements. Ce n'est pas tout. La norme a évolué. Aujourd'hui, on souhaite expliquer les chiffres qui sont publiés, parce que le rapport doit être publié, disséminé, mis à la disposition du plus grand nombre de la population. Et sur ce point de vue, il est très clair que un chiffre pour un chiffre, ça ne veut rien dire.
Donc il faut nécessairement expliquer pourquoi ce chiffre apparaît dans votre publication. Ce sont les nouvelles normes. Et donc, si on doit expliquer les contrats, on doit expliquer les concessions et on doit expliquer les mécanismes de valorisation de notre brut. Exactement, les mécanismes de valorisation de votre brut. Mais nous, on est des journalistes et les téléspectateurs qui nous suivent souvent, parce qu'avant que je vais entrer dans le vif de votre rapport, quand vous dites les mécanismes d'évaluation, ce que vous avez dit? De valorisation. De valorisation de notre brut. Vous voulez dire quoi? Ça veut dire simplement que nous avons dans notre sous-sol, et Dieu a fait qu'on puisse l'avoir, des objets, des substances qui ont une très grande valeur. Et cette valeur est appréciée de manière internationale, un petit peu comme dans le marché. Quand vous savez que vous allez acheter des arachides, quand vous savez que vous allez acheter du charbon, vous savez à peu près que l'on est en train de mettre en place le prix. Et le prix est fait de manière internationale dans un cadre bien précis. Pouvoir faire en sorte que la substance qui est dans notre sous-sol puisse quitter notre sous-sol, arriver à des endroits où on peut le prendre, où on peut le transporter, où on peut le mettre à la disposition d'autres personnes et à partir de ce moment-là, lui donner un prix. C'est tout cela que nous appelons le mécanisme de valorisation de notre substance. Donc, en l'occurrence, le brut, le pétrole. Et aujourd'hui, une des choses essentielles, c'est le suivi de ces mécanismes de valorisation, et l'ITIE, à travers sa nouvelle norme, est appelé à pouvoir comprendre et expliquer comment nous pouvons faire en sorte que notre brut soit mis à la disposition à partir d'un tel prix ou à un autre. Voilà. Monsieur Michel, bien expliqué, mais la question que je vais maintenant vous poser, est-ce que toutes les sociétés qui exploitent ou qui font l'exploration pétrolière au Congo ont soumis leur rapport ou ont fait une déclaration de leur rapport cette année? Nous avons 21 entreprises, c'est ce que dit le rapport, 21 entreprises qui ont répondu au formulaire. Nous avons certaines entreprises qui nous ont soumis des réponses, mais ces réponses n'ont pas été certifiées par leur commissaire aux comptes. Nous avons par contre d'autres entreprises qui, pour des raisons quelquefois que nous ne pouvons pas appréhender, n'ont pas mis à la disposition de l'administrateur indépendant leur formulaire de déclaration. Mais ces entreprises, pour la plupart, ces entreprises sont des entreprises qui sont à l'étape d'exploration. Donc, du point de vue de l'apport dans le cadre des différents paiements et des revenus de l'État, on ne peut pas considérer qu'il y ait une influence notable dans ce qui revient à l'État. Mais il faut reconnaître que ces entreprises n'ont pas répondu de manière claire à la sollicitation qui a été faite par l'administrateur indépendant du comité exécutif de l'ITIE. Bon, les sociétés comme ça qui refusent de répondre aux recommandations ou remplir les formulaires que vous les donnez, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de mesures coercitives pour les obliger de déclarer, de montrer ce qu'ils font? Attendez, non, il n'y a pas de mesures coercitives. Ce que nous faisons, c'est très simple. D'abord, leur nom apparaît de manière claire et nette dans notre rapport, qui est publié et disséminé à qui le veut. Donc, sera public dans les prochains jours. On pourra retrouver la synthèse du rapport de l'ITIE dans des journaux de la place. Donc, ça veut dire que tout le monde verra qui a fait et qui n'a pas fait. Et de l'autre côté de la chose, nous écrivons aux différents départements en charge de ces questions, que ce soit le département des hydrocarbures, le ministre en charge des hydrocarbures est saisi, et de la même manière, le ministre en charge des mines et de la géologie est saisi, et bien sûr, le ministre de tutelle est saisi, et à partir de ce moment-là, différentes dispositions sont prises par les tutelles pour d'abord informer et aussi pour prendre le dispositif, la réglementation en vigueur par rapport à des sociétés qui refusent de manière formelle de donner des informations à l'État. C'est prévu dans les différents codes de la République. Oui, j'ai vu dans votre rapport, parce qu'en anglais on dit name and shame, dont les publie pas pour les humilier,
mais pour montrer que ce sont les mauvais garçons, les mauvaises filles qui ne veulent pas respecter. Cette société-là, moi j'ai vu, vous avez dit vous-même, hein, peut-être que c'est les nouvelles sociétés, c'est les jeunes sociétés, je veux admettre, mais je m'excuse d'être un peu en contradiction avec vous. Parce qu'une société comme AOGC, ils ont fait une publicité ici, ils ont dit que ça fait 10 ans qu'ils existent, ils ont des stations de pétrole. Oui. Comment en 10 ans, une société n'est pas capable de vous soumettre l'état de ce qu'ils sont en train de faire? Bon, AOGC, le cas particulier d'AOGC, bon, on en parle librement. Vous avez raison, AOGC est une société qui existe depuis 10 ans. De toute façon, c'est pignon sur rue. Oui, ils l'ont célébré. Ils sont fièrement congolais. Ils sont fièrement congolais. Nous avons pris les dispositions donc pour avertir AOGC, la direction générale de AOGC, qu'ils devaient mettre en place donc les réponses et les formulaires qui vont avec. Je peux vous dire même que AOGC a été parmi les premiers à répondre à l'administrateur indépendant. Mais seulement, il y avait une chose qu'ils n'ont pas faite. Ils n'ont pas fait certifier leurs documents par les commissaires aux comptes. Bien sûr, cela fait partie du mécanisme, parce que il faudrait qu'il y ait un auditeur externe qui valorise la déclaration de AOGC. Je rappelle que AOGC est sur un champ, c'est le champ de Pointe Indienne, qui est aujourd'hui comme un champ marginal, hein. C'est pas un champ qui produit excessivement, mais il produit quand même. Les dispositions ont été prises pour avertir la direction générale de AOGC et malheureusement pour AOGC, l'échéance avait été atteinte et quand les documents qui sont relatifs à leur commissaire aux comptes sont arrivés auprès de l'administrateur indépendant, ben, le rapport avait été a été déjà publié. Voilà. Est-ce que AOGC ne fait pas ça parce qu'ils ont une gestion opaque? Ce n'est pas transparent et ils ont peur qu'on saura la réalité. Je ne peux pas sur ce point de vue et sur cette base. Oui. Et je ne pense pas que je sois à ce moment-là habilité à mettre un jugement de valeur sur la manière dont AOGC organise toute l'administration, toute sa gestion et apporte sa pierre dans l'édification de l'économie de notre pays. Je ne peux pas faire un jugement de valeur et je ne peux pas aller dans votre sens pour dire, moi je n'ai pas la capacité de dire que AOGC a une gestion opaque. Ce qui est sûr, c'est que dans toutes les déclarations de l'ITE qui ont été faites auparavant, et plus je rappelle dans celle-là, AOGC a soumis les formulaires de déclaration. Seulement, le formulaire de déclaration pour l'exercice 2012 n'a pas été certifié par les commissaires aux comptes de AOGC et ne pouvait pas être accepté comme tel. Il ne pouvait pas être accepté comme tel. Ce n'est pas seulement AOGC, il y a trois. Il y a encore une autre Pilatus. Ah oui, Pilatus et Wingwa. Dites-nous un peu, monsieur le président, pour aussi Pilatus et Wingwa voilà, n'ont pas été aussi capables de respecter. Ou ils ont aussi fait comme AOGC, ça veut dire c'est une stratégie du voleur chinois. Donc on t'envoie d'abord. Justement, ce que vous voulez dire est pas. En fait, je veux dire, dans le contexte de notre discussion, oui. Il n'est pas bon parce que Wingwa est une société chinoise. Donc vous parlez de voleur chinois. Moi, je suis désolé, vous avez la responsabilité de vos mots. Bon, donc moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que en ce qui concerne Wingwa, pour l'exercice 2012, il n'y a eu aucune activité pour cette société. Bon. Donc, dans le cas d'espèce Wingwa, nous avons compris que Wingwa, de manière formelle, a fait une déclaration pour dire, moi en 2012, je n'ai pas travaillé, le permis sur lequel j'étais en train de travailler n'a eu aucune opération, et ils ont de manière formelle envoyé une correspondance à l'administrateur indépendant pour faire attester et qui a été corroboré par le ministère en charge des hydrocarbures pour dire que dans l'exercice 2012, Wingwa n'a rien fait. Maintenant, en ce qui concerne Pilatus, oui. Pilatus, nous avons effectivement, je dirais, difficulté parce que là, vraiment, on est un petit peu... on a un pincement. Quelle difficulté vous avez avec Pilatus? Parce que Pilatus a été l'opérateur qui a été désigné pour... faire de la recherche sur le permis Ngoki, qui est le premier permis sur lequel on a fait de la recherche
dans la partie de la cuvette congolaise, dans le bassin de la cuvette congolaise. Et malheureusement, je pense que un certain nombre de leurs opérations n'ont pas réellement abouti. Et le personnel et les personnes habilitées de Pilatus pour l'exercice 2012 n'ont pas fait un exercice que l'on peut dire probant. Et donc, sur ce même point de vue, je pense que l'ensemble de la direction et l'ensemble des mécanismes de gestion de Pilatus sont à revoir. La direction, nous avons interrogé la direction générale des hydrocarbures à ce sujet et ils nous disent que ça fait l'objet aujourd'hui d'une discussion poussée au niveau de la direction générale des hydrocarbures et du ministère des hydrocarbures pour voir comment le permis Pilatus pourrait être opéré différemment. Donc voilà. Opéré différemment, mais c'est quand même bizarre ces deux sociétés-là que vous dites, hein. AOGC. On sait, ils ont des stations de pétrole, ils ont fait la... Mais ils sont des stations, c'est ça, c'est l'aval. Nous, on est dans l'amont, là. Oui, mais je viens. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre que ça fait leur permis, vous avez votre rapport, hein? Oui, bien sûr. Les permis de Pilatus et de Winghua ont été délivrés respectivement de 2006 et mai 2006 et juin 2007. Oui, mais ça ne change pas le problème de fond, monsieur Eli Smith. Oui, mais pourquoi se fait-il que depuis cette année, ils n'ont rien, donc ils ne déclarent rien? Non, c'est pas qu'ils ne déclarent rien. Moi, je parle de l'exercice 2012. Mais pourquoi vous allez seulement vous focaliser sur 2012, monsieur? Parce que le rapport porte sur l'exercice 2012. Donc, c'est des sociétés vraiment qu'il faudrait que vous les... Est-ce que vous ne pouvez pas voir qu'on les retire l'agrément? Parce qu'il ne sert à rien. Ça, c'est justement... Mais je vous ai répondu peut-être de manière policée, en disant que des dispositions sont prises au niveau du ministère des hydrocarbures, qu'est-ce que les opérations qui sont faites dans ces permis. Winghua, ça a été redressé. Il y a un nouvel opérateur qui a repris Winghua et je pense que le permis Caillot va être peut-être l'une des plus belles surprises que nous pouvons avoir en République du Congo. Je n'en dis rien, mais en tout cas, les moyens sont mis pour qu'est-ce que les choses se fassent. C'est Winghua qui opère dans le permis Caillot. Au niveau du permis Ngoki, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ce qui va se passer, c'est que le gouvernement de la République, à travers le ministère des hydrocarbures, va prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'est-ce que ce permis Ngoki soit opéré de manière différente. Ça va opéré de manière différente, donc c'est une manière polie de dire qu'on va les retirer le permis d'exploration et donner à quelqu'un qui est plus viable. Ça va être opéré de manière différente. D'accord, on va s'entraîner à cela. Mais je voudrais vous poser une autre question, on va rester avant d'aller de Pilatus, elle est congolaise? Ah non, c'est une société qui est une société étrangère. C'est un opérateur étranger qui a pris dans le cadre de... Est-ce qu'on peut savoir cet opérateur étranger là? Parce que à je sens que c'est congolais. Il fait la publicité, mais lui là, c'est qui lui? Et Pilatus? Pilatus, c'est un opérateur qui est installé à la fois au Moyen-Orient et en Europe. Ah bon. Et qui vous êtes sûr à ce que vous dites ou vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites? Je suis convaincu de ce que je suis en train de dire. Bon, ce n'est pas congolais, ce n'est pas un Congolais qui a utilisé quelqu'un du Moyen-Orient ou du... Non, c'est pas ça? Non. Je crois que sur ce point de vue, je ne pense pas qu'il y ait derrière tous ces noms des Congolais qui aussi facilement veulent détourner. Ce serait très difficile ou bien trop facile. Et le Congo est un monde extrêmement petit. Et les autorités congolaises sont très pointilleuses sur la propriété des personnes qui opèrent dans notre pays. Sur ce point de vue, moi, je peux vous dire que des enquêtes d'utilité publique sont établies sur les personnes qui veulent investir dans notre pays. Ces enquêtes d'utilité publique, vous êtes journaliste, vous pouvez aller au ministère des hydrocarbures pour demander à regarder ce qui a été fait comme enquête d'utilité publique pour savoir comment est la propriété, quelle est la propriété réelle des personnes qui sont en train de venir investir dans notre pays. Et à partir de ce moment-là, vous prendrez certainement et vous rendrez compte qu'on prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'est-ce que les choses soient... Imaginez seulement, c'est des millions de dollars qui doivent être investis pour faire sortir cette richesse de notre pays. Un seul puits de pétrole par jour, au moment où on est en train de chercher, vaut $300 000, au moins.
Un cercle vaut 300 000 $. Quand on creuse par jour pour chercher du pétrole, on dépense 300 à 500 000 $ pour certains puits. Donc il faut avoir la capacité financière pour pouvoir mettre de l'argent là-dessus. Et je pense qu'il vaut mieux prendre des gens sérieux. Il faut me prendre des gens sérieux. Comme AGC, il est sérieux celui qui a AOG aussi. AOGC elles sont des personnes qui font un travail respectable. Est-ce qu'on peut savoir qui a AOGC? Le directeur général de AOGC, c'est M. Patrick Lefoy. M. Patrick Lefoy. Mais je vais vous poser une question. Vous avez dit que vous faites tout bien, mais quand je vois dans les recommandations que vous avez faites cette année... Bien sûr, je savais que vous allez en venir là. Avant qu'on on va dans les recommandations, je vais revenir. Je vais vous poser une autre question. La CORAF. Oui. C'est une société moribonde, non? Je ne dirais pas ça comme ça. Moribonde, dans quel sens? Parce qu'il faut être précis, parce qu'on peut... Oui, vous avez déjà... Je vais voir... Elle a eu... Je vais voir si les chiffres... Si c'est faux dans les chiffres, je me dis que je ne suis pas très bien. Bon, dans les chiffres. On les avait donnés... On les donne chaque année, je pense, 300 millions de francs CFA. C'est vrai ou faux? On donne à la CORAF, excusez-moi pour l'ARC, on met à la disposition de la CORAF, et ça c'est écrit dans notre rapport. Voilà. L'équivalent, parce oui. que ça va plus loin de ça. Oui. C'est l'équivalent de 6 millions de barils. Non, je ne veux pas que vous me parlez des barils. C'est important, parce que moi je fais la différence. Non, il faudra que le Congolais, la maman ou le papa qui est dans la maison, mais comprenne en termes de chiffres. Non, c'est important. Mbongo. Et c'est justement qu'il faut dire à la maman que le mbongo dont on parle vient du pétrole. Oui. L'État congolais a pris des dispositions depuis un certain nombre d'années à travers un contrat de performance. Nous avons constaté, nous ne l'avons pas seulement constaté seuls, nous l'avons constaté avec les partenaires au développement et qui ont constaté quand on a fait l'initiative Pays pauvres très endettés, quand on a discuté avec la Banque mondiale et tout, nous avons constaté qu'il s'avérait nécessaire de faire en sorte que la CORAF, qui est un point stratégique de notre pays, puisse travailler de manière sereine. Pourquoi? Parce que nous faisons en sorte que, au niveau du gouvernement de la République, il est mis en place des prix à la pompe. Et ces prix à la pompe, on peut être tranquille là-dessus depuis 2008, n'ont pas bougé. Parce que c'est subventionné. Et qui paye pour cela? C'est l'État. C'est l'État. Mais monsieur, attendez, je vais vous dire vous êtes en train de dévier à ma question. Je ne dévie pas la question, c'est pour vous expliquer la CORAF, puisque vous parlez d'entreprise moribonde. Oui. Mais les fluctuations du prix qui entrent au niveau de la CORAF, et le fait que la CORAF travaille est obligée de mettre à un certain prix à la disposition de la population qui vit dans notre pays, le carburant à un certain prix, quel que soit l'endroit de la République. Ça veut dire nécessairement qu'il y a une péréquation, une forme de subvention sur lequel il faut payer. Oui, et c'est la CORAF qui paye. C'est la CORAF qui paye. Donc, mais la CORAF, là, l'argent vient d'où? Mais c'est ce que je vous dis, donc je suis en train de vous l'expliquer. Oui. Vous parlez d'une subvention. La subvention n'existe plus au niveau du budget de l'État pour la CORAF. Par contre, un contrat de performance a été établi entre l'État congolais et la CORAF pour permettre une gestion sereine de la CORAF. Ça veut dire que le Congo met à la disposition, l'État congolais, sur sa fiscalité, donc sur sa production, met à la disposition de la CORAF un volume de production à un prix donné. Oui. Mais c'est ça qui est important. Je comprends, je vois que vous êtes en train de défendre la CORAF beaucoup. L'État congolais... Je ne défends pas, je vous dis les faits. Bon, donc, je vais vous poser une autre question autrement. Je vous dis les faits, ça c'est pas les faits. Elle n'est pas moribonde. Mais si elle était moribonde, vous n'aurez pas de carburant. Oh, mais pourquoi? Ben, monsieur, à moins que on habite dans les pays différents. Hein. Oui. Ici, souvent, on ne voit pas les pétroles lampants. Non, ça c'est un autre problème. Alors, c'est parce que la CORAF n'est pas performante. Non, ça n'a rien à voir avec la CORAF. Ça n'a rien à voir avec la CORAF. Ça a à voir avec une autre disposition. Parce qu'il faut aussi expliquer... Oui, c'est important, oui. C'est important. Oui. La CORAF produit. Vous allez dans les bacs à Pointe-Noire, vous allez voir le produit. Mais pour qu'est-ce que le produit quitte la CORAF? Pour arriver à Brazzaville, il faut bien qu'on le transporte. Il faut bien que le produit arrive à Brazzaville. Et pour que le produit arrive à Brazzaville, nous n'avons que deux moyens.
nous avons le chemin de fer, et nous avons de l'autre côté, que nous utilisons, nous passons quelquefois par des voisins, des pays voisins, pour faire entrer, à travers des installations qu'ils ont chez eux, pour ramener jusqu'à le plus proche de Brazzaville, c'est-à-dire la ville de Kinshasa, du produit, à travers des pipelines. Donc la subvention qu'on donne à Coraf, c'est combien? 300 millions. Je n'ai pas dit que c'était 300 millions. C'est 6 000 barils. Je n'ai pas dit que c'était 300 millions. J'ai dit qu'on ne parle plus de subvention, mais on parle d'un contrat de performance. C'est ça que j'essaie de vous faire accepter. Et vous ne voulez pas l'accepter. Est-ce que ce n'est pas un mot sémantique pour ne pas avoir pour que les je pose la question. Dans le cas d'espèce, vu la fluctuation des prix, vu la stabilisation des prix à la pompe, est-ce que le Congo ne serait pas en droit, l'État congolais ne serait pas en droit de faire constater cette subvention de fait? Mais la question que je vais vous poser de l'autre côté est que il y a un rapport de la Banque mondiale qui dit la subvention là ne profite pas aux Congolais ordinaires, mais ça profite aux Congolais qui ont des moyens, parce que c'est eux qui mettent les carburants dans leur voiture. Oui, mais attendez, le Congolais lambda qui habite à Lukulele ou à Mayele. Alors, M. Smith, dans ce cas, on arrête de rouler en voiture. On arrête de faire du transport en commun. D'accord. On va pas arrêter. Vous ne prenez plus votre voiture. Oui. Vous prenez le bus comme tout le monde. D'accord. Ou alors vous achetez un vélo. Bon, oui, peut-être on serait tous les écolos. Bon, voilà. Bon, monsieur Okoko, je m'excuse. On va observer bien sûr. Un moment d'interruption pour la publicité. Et quand on va revenir, nous allons venir maintenant sous les recommandations que vous-même vous avez fait pour l'État. Parce que vous avez dit, vous verrez que c'est peut-être en contradiction avec l'État que vous dites qu'ils font tout, qui marche bien. Parce que ça n'explique pas qu'un pays qui va être émergent n'a même pas des ordinateurs, pour les transmissions ne se font pas par voie informatisée, mais c'est avec les mains. Et quand on fait ça avec les mains, ça veut dire que c'est sous sa problème. Donc